Bonsoir, l'exception culturelle restera une exception. Européens et Américains ont décidé de mettre entre parenthèses l'audiovisuel pour ne pas compromettre l'accord général enfin conclu entre tous les pays membres du GATT. Qui a gagné? Qui a perdu? Quelles seront les conséquences économiques et sociales de cet accord? Je poserai ces questions à notre invité, l'un des acteurs de cette négociation, le ministre français des Affaires étrangères. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Comment les agriculteurs réagissent-ils? Nous avons suivi leurs manifestations à Paris et en province. Comment les parlementaires réagissent-ils? Nous sommes allés à l'Assemblée nationale à la veille de la déclaration de politique générale d'Édouard Balladur. Ce sera bien sûr le dossier le plus important de ce journal, mais nous vous parlerons aussi du déficit de la sécurité sociale, du débat sur le salaire parental, de la mort d'un jeune appelé du contingent, de la montée de l'extrême droite en Russie et d'un monde parfait qui apparaîtra demain en France, mais c'est du cinéma, venu d'Amérique, avec Clint Eastwood et Kevin Costner. Les Américains constateront ainsi que les salles et les médias français continuent de les accueillir malgré les chicaneries actuelles. Chicaneries estompées, vous l'avez compris, je reviens sur le GATT. Ils sont enfin d'accord. Rejoignons Éric Monnier et Alain Locachio à Genève. Enfin, un accord. Il aura donc fallu 7 ans de négociations, plus 2 nuits blanches ces dernières 48 heures, et le regard du monde braqué sur eux, pour que ces deux hommes qui se disent amis acceptent enfin un compromis. C'est vrai, la méthode utilisée peut surprendre. Mickey Kantor et Léon Brittan ont tout bonnement exclu de l'accord ce qui leur posait le plus de problèmes, l'audiovisuel. Pour les autres secteurs en suspens, c'est-à-dire les subventions à l'aéronautique, le transport maritime, le textile et les services financiers, les 12 et l'Amérique sont tombés d'accord sur un consensus minimum. Exclure l'audiovisuel, c'était tentant. Un échec des négociations dans ce domaine pouvait compromettre l'ensemble de l'Uruguay Round. Les 104 autres pays du GATT n'auraient pas compris. Mais comment expliquer au lobby d'Hollywood que le libéralisme s'applique à tout sauf à la culture ou aux cinéastes français qu'il faut s'attendre à voir les productions américaines envahir les écrans? États-Unis et Europe sont d'accord, n'en parlons plus pour l'instant. Qu'est-ce que le résultat? Le résultat est que l'Europe est absolument libre de poursuivre la politique culturelle dans la direction qu'elle veut choisir. Petite victoire européenne aussi, les États-Unis acceptent désormais la création d'une organisation mondiale du commerce. Elle devrait à l'avenir résoudre les conflits entre les pays et donc succéder au GATT. L'enjeu politique de ce grand marchandage était si important qu'il a masqué le contenu économique. Il est temps d'y revenir ce soir et de voir avec Véronique Augier les grands points de cet accord. Bill Clinton avait l'air content tout à l'heure. Nous sommes, dit-il, sur le point d'aboutir à une victoire historique pour ouvrir les marchés étrangers aux produits de l'Amérique. Il n'est pas hypocrite, le dollar non plus d'ailleurs, celui-ci grimpait sur toutes les places financières du monde. Les Américains ont effectivement obtenu gain de cause sur un certain nombre de points. Les services financiers par exemple. Tout est gelé pendant 1 an et demi. On ne sait donc toujours pas si les États-Unis vont ouvrir complètement leur pays aux banques étrangères. Autre domaine où le flou demeure, le textile, les subventions à l'aéronautique et la libéralisation des transports maritimes. Mais les États-Unis n'ont pas gagné sur tous les tableaux. Ce matin, Mickey Kantor a accepté de mettre de côté le dossier de l'audiovisuel. Il bloquait tous les autres. Américains et Européens négocieront cela entre eux. En attendant, l'Europe conserve tous ses règlements. C'est donc un succès pour les 12. Les États-Unis ont également donné leur accord à la création d'une organisation mondiale du commerce. Celle-ci pourrait mettre à mal leurs propres règles de protection. Maintenant que l'accord est sur les rails, on fait les comptes. En fait, personne ne sait vraiment calculer les conséquences commerciales de la chute des droits de douane, mais le monde entier s'accorde à prédire un boom des échanges internationaux. Les agriculteurs français ont tenu à dire leur mécontentement, des agriculteurs pour être honnête. Leurs manifestations organisées à Paris et en province ont été perçues comme un baroud d'honneur. Reportage de Frédéric Crotta et Jérôme Korkikian. À Paris, coup de colère, affrontement entre l'Assemblée nationale et Matignon. Il n'était pas beaucoup au rendez-vous, environ 300 agriculteurs. Révolte, déception, désespoir. Le peu que j'ai vu, c'était des agriculteurs qui avaient 50 ou 60 ans qui poussaient les barrières. Je pense que cela, nous on n'a pas vu encore. On est jeunes, on commence à comprendre. Mais eux, ils ont vu depuis 20 ans ce qui se passe. Ils ont leurs enfants qui arrivent pour la relève et qui n'auront pas la relève. Ils auront des friches pour la relève. On a en fait cédé sur tous les points, sur toutes les exigences des États-Unis. Ça c'est inadmissible. Parce qu'en fait il n'y a pas une négociation, c'est tout simplement une capitulation. Cri de ralliement pour les manifestants autour de la bannière de la coordination rurale. Les politiques nous ont trahis.
Philippe de Villiers, Jack Lang ou Jean-Pierre Chevènement sont montés au créneau pour refuser l'amalgame. Leur message aux agriculteurs, on a toujours rejeté les accords du GATT, on continue la résistance. À Blois, c'est dans l'indifférence politique et générale que 3 tracteurs et 150 agriculteurs ont défilé dans les rues. Action symbolique, l'envahissement de l'ANPE et un réel découragement face à la désunion du monde rural. Ça me touche, oui ça me touche. Parce que ça veut dire que si moi j'ai encore un petit brin d'espoir, il y en a des milliers qui n'ont plus d'espoir du tout. Du tout. C'est ça qui est dramatique pour l'agriculture. Les agriculteurs ne savent plus comment faire entendre leur message. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont demander des comptes à leurs députés une fois que ceux-ci auront débattu à l'Assemblée. Et les parlementaires, comment réagissent-ils à cet accord? Bien semble-t-il dans leur majorité, ils sont prêts à le dire demain, à l'occasion du débat de politique générale, mais ils ne voudraient parler que du GATT et pas de politique générale. Nuance. Véronique Saint-Auger, Roger Motte. Saint-Olive, Roger Le Motte. ministre, conformément à la Constitution, a dit qu'il voulait engager sa responsabilité. Nous lui faisons confiance. Mais nous lui demandons que dans ce débat, on ne revienne pas sur cette confiance puisqu'elle est acquise, mais qu'on parle au fond, sérieusement, de ce qui a été obtenu, des accords du GATT. Et voilà le problème posé. D'un côté, le Premier ministre qui demandera demain la confiance sur l'ensemble de sa politique, et de l'autre, des députés qui espéraient bien débattre du GATT et rien que du GATT. Alors déjà, cet après-midi, le débat faisait débat. Il nous demande aujourd'hui un vote global de confiance sur le plan politique alors que nous sommes dans le flou. C'est le moyen de fortifier le gouvernement de la France pour des lendemains du GATT qui exigeront aussi de notre part beaucoup de fermeté et de lucidité face à l'avenir. Je pense que quelque part, il y a des cocus, ce ne sera pas nous. Il veut noyer le poisson, il veut nous piéger. Moi, il ne me piège pas, je dis non, tout simplement. On crie victoire après quelques coups de canon, quelques bombements de torse. Mais ce qui était un Munich agricole, d'après M. Chirac il y a 2 ou 3 mois, n'est pas devenu un Austerlitz. Bien sûr, l'opposition demain ne votera pas la confiance. Mais bien sûr aussi, la majorité, Jacques Chirac en tête, la votera. Même si certains grognent. Au total, un vrai paquet cadeau pour Édouard Balladur et l'occasion pour le Premier ministre de se poser une fois encore comme le leader naturel de la majorité. Alors Alain Juppé, vous avez pour le Nouvel Économiste et le Trombinoscope mérité de la patrie, ils vous ont élu ministre de l'année. Je n'ose pas montrer le trophée, on le prendrait pour un 7 d'or. Alors plus sérieusement, qui a gagné, qui a perdu dans la grande négociation? Je ne suis pas sûr, ce n'est pas une façon d'éluder la question qu'on puisse désigner un perdant et un vainqueur. Quand les droits de douane baissent, dans l'Asie du Sud-Est, par exemple, quand la Corée du Sud, comme elle s'y est engagée, ramène ses droits de douane à des tarifs plus raisonnables, tout le monde gagne. Les États-Unis gagnent, nous gagnons aussi, toutes les grandes puissances exportatrices gagnent à la libéralisation du commerce mondial. Et la France, c'est le premier message que je voudrais faire passer ce soir, a plus à gagner qu'à perdre. Je suis incapable de chiffrer les gains. Et je trouve que l'exercice consistant à dire cet accord va entraîner tant de création d'emplois ou tant de progrès dans les exportations est un exercice vain sur le plan arithmétique. Mais globalement, je crois qu'un grand pays exportateur comme le nôtre va profiter de cet accord. Mais est-ce qu'on peut au moins annoncer le grand boom économique dont parle Véronique Auger? Avec prudence. Je crois que s'il n'y avait pas eu d'accord, ça aurait été un tel abattement partout dans le monde que la croissance en aurait pris un coup. Je pense donc que ça va aller dans la bonne direction. Ce n'est pas pour autant que dès le mois de janvier prochain, nous allons retrouver 3% de croissance. Il faudra bien d'autres efforts et bien d'autres réformes. On peut parler d'un compromis honorable? Plus qu'honorable, sous une réserve. C'est que moi, je ne pavoise pas avant le dernier moment. J'ai encore un rendez-vous demain matin à Bruxelles. J'ai entendu ce qu'a dit M. Brittan à la télévision, mais je ne l'ai pas lu. Et vous savez, dans cette négociation, moi j'ai agi comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je lis. Et j'attends donc demain matin d'avoir très exactement le compte-rendu de l'accord qui a été conclu aujourd'hui. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un rebondissement demain? Rebondissement, c'est peut-être excessif, mais il y a encore des sujets qui ne sont pas clairs. Qu'est-ce qu'on a exactement accepté sur les textiles? Quelle est exactement la situation dans les services financiers? Qu'est-ce qui va se passer exactement dans l'aéronautique? Donc c'est demain midi, lorsque nous aurons eu le compte-rendu de la Commission, qui a négocié pour nous, que nous y verrons tout à fait clair. Cela dit, d'après les informations dont je dispose aujourd'hui, nous ne sommes pas loin d'un vrai succès pour la France et pour l'Europe, pour les deux. Pourquoi la mise entre parenthèses de l'audiovisuel? C'est ce que nous souhaitions. Pourquoi? Si nous avions accepté de faire une offre
il faut comprendre le langage du GATT. Chacun des pays membres de cette grande négociation, il y en a 116, a fait des offres consistant à réduire ses protections nationales. Si nous avions fait une offre, cela aurait signifié que nous étions obligés de diminuer nos modalités de soutien financier au cinéma, nos quotas de production ou de diffusion à la télévision. Eh bien, nous n'avons pas accepté cela. Et finalement, les États-Unis, il faut bien dire les choses comme elles sont, sur ce point, ont calé. Et donc, nous avons obtenu satisfaction pour aujourd'hui. Il faudra rester vigilant pour demain, parce qu'ils vont remonter à l'assaut. Ça veut dire que la négociation recommencera sur l'audiovisuel. Enfin, il est possible que les lobbies, il y en a partout, hein, et il y en a aux États-Unis en particulier, remontent à la charge, et il faudra donc être vigilant. Cela dit, sur les grands sujets, sur les grands objectifs que nous nous étions fixés, nous avons, dans l'état de ce que je sais, obtenu satisfaction. Tout à l'heure, votre journaliste disait « petite satisfaction pour l'Europe, il y aura une organisation mondiale du commerce ». C'est une grande satisfaction. On sort de la jungle actuelle pour entrer dans un système organisé. Alors, satisfaction, mais aussi mécontentement. Vous avez entendu les agriculteurs. J'ai entendu des agriculteurs. Voilà, je l'ai dit vous-même. Je l'ai dit, je l'ai nuancé, mais vous ne craignez pas des réactions de désespoir de certains agriculteurs? Je comprends l'inquiétude des agriculteurs et même parfois leur désespoir, parce que certains souffrent, et depuis des années, et puis il faut leur expliquer ce qui s'est passé. Et on ne leur explique pas toujours. Quand je vois, je ne veux pas faire de politique politicienne ce soir parce que nous nous situons à un autre niveau, mais quand je vois M. Lang manifester sur le terre-plein des Invalides avec les agriculteurs, alors qu'il était dans un gouvernement qui a accepté la réforme de la PAC, à un moment on n'aurait pas dû l'accepter, ça me fait un peu sourire. Enfin, je referme la parenthèse. Donc, il faut expliquer à nos paysans de quoi il s'agit. Je crois que nous avons, et je suis même sûr, que nous avons obtenu des modifications très substantielles sur l'accord de Blair House. Blair House a été changé. Et ça, c'était pas évident au mois d'avril quand nous sommes arrivés. Et puis nous avons obtenu samedi, au Conseil européen, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État et de gouvernement, un engagement solennel, à savoir qu'il n'y aurait pas de contraintes supplémentaires pour nos paysans par rapport à ce que le gouvernement précédent avait accepté avec la réforme de la PAC, c'est-à-dire pas de jachères supplémentaires. Alors les deux dernières questions seront politiques. La première s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Vous pensez que les parlementaires de la majorité voteront pour cet accord? J'étais cet après-midi, ce matin plus exactement, devant le groupe RPR à l'Assemblée nationale. Certains de mes collègues étaient devant le groupe UDF. J'ai entendu l'immense majorité de nos parlementaires qui soutiennent cet accord parce qu'ils ont conscience qu'il est bon. Alors la seconde question s'adresse au secrétaire général du RPR. Vous avez entendu les parlementaires RPR. Ils ne comprennent pas pourquoi à l'occasion de ce débat sur le GATT, vous vouliez présenter une déclaration de politique générale. Pourquoi mélanger? S'ils ne comprennent pas, on va leur expliquer. C'est ça la pédagogie. C'est très clair. Demain, le débat portera pour l'essentiel sur le GATT. Et j'imagine que le Premier ministre consacrera une très grande partie de son intervention au GATT. Mais la négociation du GATT, qui concerne tous les sujets, l'agriculture, l'audiovisuel, les services, bien d'autres sujets encore, l'industrie, elle est au cœur de la politique économique et sociale du gouvernement. Il est donc parfaitement normal qu'à l'occasion de cette grande négociation, qui était un enjeu, je ne peux pas dire historique comme M. Clinton, mais enfin disons très important, le gouvernement fasse le point de 9 mois maintenant de politique et demande à sa majorité de le soutenir. Merci Alain Juppé pour ce premier commentaire sur le GATT, mais avant que vous ne partiez, je voudrais vous montrer simplement avec Florence Mavic une image. On va regarder. Sarajevo, un après-midi d'hiver, un après-midi de guerre. Avec sa sinistre comptabilité, plus de 200 obus ont été tirés sur la ville. Une dizaine de morts, 21 blessés. Situation d'urgence, folie meurtrière. Serbes et armées gouvernementales à majorité musulmane s'acharnent à nouveau les uns contre les autres sur les lignes de front qui divisent la ville. Les casques bleus restent impuissants. Sarajevo, cet après-midi d'hiver, se replie à nouveau dans ses caves. Sarajevo est presque redevenue une ville fantôme. Le décalage est terrible entre cette mobilisation du monde entier, mais aussi des médias, je ne parle pas seulement des politiques, sur des tarifs douaniers et l'impuissance du monde entier sur ça, ce qu'on vient de voir. C'est un peu injuste, on ne peut pas dire que nous ne nous mobilisons pas. J'ai consacré aussi, avec d'autres, beaucoup de temps depuis plusieurs mois à essayer de trouver une solution. Vous savez que nous avons pris avec mon collègue allemand, il y a combien maintenant, 15 jours ou 3 semaines, une nouvelle initiative pour essayer de débloquer la négociation. Ce que je vois me fait mal, comme il vous fait mal, comme cela bouleverse tous les téléspectateurs. Je finis par me demander, mais enfin pourquoi l'ONU n'utilise-t-elle pas la force à Sarajevo? Elle a tous les moyens de le faire, un peu grâce à la France, parce que nous avons fait voter au Conseil de sécurité des résolutions qui autorisent l'utilisation de la force aérienne pour protéger les populations. Et je pose la question ce soir, alors que tout le monde s'est engagé à respecter l'acheminement de l'aide humanitaire et les zones de sécurité, tout le monde a signé
Quand je dis tout le monde, je parle des différentes parties concernées. Pourquoi, lorsqu'on viole cet engagement, lorsque les Serbes le violent comme ils le violent aujourd'hui, pourquoi n'utilise-t-on pas la force aérienne? Merci Alain Juppé. Le monde entier avait fini par s'habituer à Gorbatchev quand Yeltsin est apparu. Exit Gorbatchev. Le monde entier a fini par s'habituer à Yeltsin quand Zhirinovsky apparaît. Prénom Vladimir, cote de plus en plus élevée, signe particulier, extrême droite, tendance fascisante. Reportage Marcel Tria, Franck Brisset. Vous serez le prochain président de la Russie? Je le crois, si le peuple russe le veut. Moi, je suis prêt. L'affluence des grands jours dans un grand hôtel de Moscou pour la première apparition publique de Vladimir Zhirinovsky depuis les élections de dimanche. Le leader ultranationaliste du Parti libéral-démocratique est maintenant presque assuré d'être en tête. Mais aujourd'hui, il veut rassurer. Alors ce qu'il clame habituellement sans prendre de gants, il va tenter pour une fois de le dire avec des pleurs. Faut pas être inquiété. Je suis pour les frontières de la paix. Je suis contre la confrontation. Autour de lui, ses futurs ministres. L'homme au crâne rasé, par exemple, sera, d'après lui, ministre de la Sécurité. Et puis tout à coup, celui qui se présente comme l'homme nouveau providentiel capable de rendre à la Russie sa grandeur perdue, laisse échapper la vieille chanson commune à tous les tribuns d'extrême droite. Aucun antisémitisme dans notre parti. Mais ce sont nos électeurs qui nous posent la question. Ils nous disent qu'ils sont fatigués de voir à la télévision beaucoup de présentateurs qui ne sont pas de nationalité russe. Ils aimeraient beaucoup que sur les écrans de télévision, de bons visages russes les regardent. Cet avocat de 47 ans n'est pas un nouveau venu. En avril dernier, pour son anniversaire, un vieil ami était là pour trinquer avec lui, Dr Gerhard Frey, le chef de l'Union du peuple allemand. Un jeune militant de ce parti néo-nazi figurait parmi les incendiaires de Solingen, responsables de la mort de 5 Turcs. Et les deux compères ont lancé un toast au retour de l'Alaska dans la Grande Russie et de la Prusse dans la Grande Allemagne. Si les Allemands et les Russes s'unissent, conclut Zhirinovsky, les Américains ne pourront pas tenir. Quand on est entre amis, c'est le cœur qui parle. En France, réquisitoire sévère et inattendu de l'avocat général au procès Villemain, Jacques Cosne a requis une peine minimum de 10 ans pour le meurtre de Bernard Laroche. Dominique Verdeillan, Gilles Dobler. Décomposée, Christine Villemain quitte le palais de justice. Il y a quelques minutes à peine, elle s'effondrait dans les bras de son époux Jean-Marie. Ensemble, ils ont longuement sangloté en entendant ce qu'ils n'attendaient pas, au moins 10 ans de prison requis. Les mots de l'avocat général sont implacables. Jean-Marie Villemain, un homme dangereux qui a agi avec une résolution froide et méthodique. Jean-Marie Villemain a décidé de condamner à mort Bernard Laroche. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Légitime défense, oui. Légitime assassinat, non. L'avocat général a une profonde conviction, l'innocence de Christine Villemain dans le meurtre de Grégory. Mais rien de définitif n'a été établi concernant l'innocence ou la culpabilité de Bernard Laroche. Certes, Jean-Marie Villemain était un homme poussé à bout par un sentiment d'injustice, mais son geste n'a pas apaisé sa fureur et il a compromis définitivement toute possibilité d'identifier le corbeau. La défense parle d'acquittement, la partie civile de peine de principe, l'avocat général de prison. Depuis le 3 novembre, nous avions l'image d'un père éploré. Ce matin, l'avocat général nous a présenté un justicier dangereux sans remords. 9 ans après les faits, le parquet émet l'hypothèse d'une troisième piste. 9 ans après les faits, on est revenu à la case départ. 29 audiences durant lesquelles on a instruit les procès de Christine Villemain et de Bernard Laroche. Et ce matin, un retour en arrière brutal. Jean-Marie Villemain est le seul coupable connu de ce dossier. Et seule certitude, à Dijon, c'est bien le père de Grégory qu'on juge. Vous aurez reconnu le visage de Dominique Verdeillan et la voix d'Isabelle Staes. Chamaillerie bruyante dans une assemblée d'habitude tranquille, le Sénat, socialistes et communistes, ont empêché le ministre de l'Éducation, François Bayrou, de s'exprimer sur la révision de la loi Fallou, Jean-Baptiste Prédali. Ce qui s'appelle remettre le feu aux poudres. Une inscription surprise de la révision de la loi Fallou à l'ordre du jour du Sénat. Il n'en fallait pas plus. Réaction immédiate des sénateurs socialistes et communistes. Du coup, François Bayrou ne peut prononcer son discours. Séance suspendue. Au Sénat, c'est rarissime. Et à la reprise, sur la question scolaire,
la gauche monte à nouveau au créneau. On ne peut nous forcer la main d'une manière aussi indigne et en plus, en nous obligeant à n'avoir même pas le pouvoir. Pour répondre, François Bayrou peut tenter de donner de la voix, annoncer des mesures pour l'école publique, rien n'y fait. Déjà, en juin dernier, les sénateurs de gauche avaient mené l'offensive avec succès. Le projet de loi n'avait pu être adopté dans les délais. La loi Fallou au Parlement, ce n'est peut-être pas la guerre scolaire, mais c'est toujours la guérilla. On pourra croire au miracle le jour où on annoncera la fin du déficit de la sécurité sociale. Ce jour n'est pas arrivé. Ève Mété. La TVA va-t-elle augmenter? Le débat s'intensifie chez les politiques. L'idée du gouvernement est d'alléger les entreprises des charges qu'elles paient aujourd'hui sur les salaires allant jusqu'à 7 ou 8 000 francs, charges qui servent à financer la branche maladie de la sécurité sociale. À la place de ces charges patronales, ce serait l'État qui paierait et l'État trouverait l'argent soit dans cette augmentation de la TVA, soit dans une nouvelle hausse de la CSG. Au lieu de demander des cotisations qui pèsent sur l'emploi, il vaut mieux faire appel au budget, soit à la CSG, soit à la TVA. Mais ce sont des ressources de remplacement pour éviter un surcroît de cotisations sociales sur l'emploi. Contexte délicat pour proposer une telle mesure de transfert. Aujourd'hui sont publiés officiellement les comptes 93 de la sécurité sociale, moins 57 milliards de francs. C'est rouge, plus rouge encore qu'annoncé par le gouvernement à son arrivée. Et ce, malgré les mesures prises depuis 6 mois, hausse de la CSG, baisse du taux de remboursement des médicaments et des consultations chez le médecin et hausse du forfait hospitalier. Non à la dramatisation du déficit, disent en substance les syndicats qui gèrent la sécurité sociale. Le déficit est très faible face au budget global de la Sécu, 5% seulement des 1083 milliards de francs en jeu chaque année. La dramatisation des comptes aurait bon dos, selon eux, pour justifier des mesures chères au gouvernement, hausse de la TVA, nouvelle hausse de la CSG ou cocktail des deux. Dans tous les cas, c'est la consommation des Français qui se trouverait freinée. Madame, maman, accepteriez-vous de bénéficier d'un salaire parental à condition de rester à la maison de pouponner et de libérer ainsi un emploi? L'idée plaît aux hommes, enfin aux machos, mais pas aux femmes. Parmi elles, Simone Veil, José Blanc-Lapierre, Jean-François Cheffet. Ce sont des femmes et elles disent non au salaire maternel, non au retour au foyer, malgré la promesse de 4 700 francs par mois. Une question de dignité pour ces associations de femmes qui refusent le chantage au chômage. Les femmes actives se rebiffent, encouragées par Simone Veil. Beaucoup de femmes sont seules, ce sont elles qui élèvent les enfants aujourd'hui. Certaines aussi sentent que la vie des couples est quelquefois plus précaire, menacée par un accident de la route qui arrive comme ça, le veuvage, une séparation. Et donc elles ont la nécessité de se prémunir contre tous les aléas de l'existence. Le compagnon, le mari peut être au chômage. Donc elles se sentent absolument obligées de travailler, d'assumer ses responsabilités. Il y en a aussi pour lesquelles c'est un choix personnel. L'idée émane de ce député du Nord, Colette Codaccioni. Faire d'une pierre deux coups, baisser le chômage et augmenter la natalité. Non, rétorquent les associations de femmes, la recette ne correspond pas à la réalité. Ce sont en France les femmes au travail qui ont plus de 3 enfants et c'est dans le secteur du travail que la natalité est la plus importante. Paradoxe, un récent sondage révèle que l'idée d'un salaire parental ne choque pas 2 femmes sur 3. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles choisiraient de le percevoir. En effet, une étude du Crédoc montre que 100 000 femmes seulement accepteraient de rentrer à la maison dans ces conditions. Les patrons aiment les jeunes, ils le leur ont dit à l'occasion d'une rencontre à la Villette et ont promis de recruter en apprentissage 200 000 jeunes d'ici à la fin de l'année 94. Les jeunes aiment-ils les patrons? Plus sérieusement, que pensent-ils de l'entreprise et de son attitude face à la crise? Question posée par Luc Bazizin et François Granier. Pas facile de trouver son chemin, surtout quand il s'agit d'avenir. Aujourd'hui, un jeune sur 4 est à la recherche d'un emploi. Et quand on demande ce qu'ils pensent de l'école, ils sont 54% à répondre qu'elle est mal adaptée aux besoins de la vie professionnelle. Parallèlement, 79% considèrent que c'est l'entreprise qui est la mieux placée pour faire apprendre un métier. Je pense qu'en entreprise, on doit apprendre plutôt ce qui se rapporte à l'entreprise, alors qu'à l'école, on a une culture générale. Le fait de travailler en entreprise, ça t'attire ? Bah oui, un petit peu, mais je sais pas s'ils vont nous utiliser pour nous essayer ou et qu'ils nous jettent après, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire qu'exploiter des jeunes.
Ce que je sais, c'est les former, ça, oui, ça veut dire quelque chose. Les exploiter, je ne connais pas ce mot-là. Le rôle de l'entreprise formatrice, j'y crois plus que tout. Si certains cherchent encore ce qu'ils feront, d'autres ont déjà mis un pied dans le monde du travail et touchent leur premier salaire. Donc je travaille 2 semaines par mois, parce que j'ai une alternance d'une semaine, une semaine. Et nous bénéficions, nous, par rapport à l'entreprise où nous travaillons, d'un salaire de 6 222 francs, or que normalement nous n'avons que le droit à 50% du SMIC. C'est-à-dire 2 500 francs. Mais avant, il faut s'informer, connaître et savoir tout sur tous les métiers pour se faire une idée du meilleur choix. Alors, je répondais au questionnaire pour avoir un PIN. Une préoccupation parmi d'autres. Même si l'entreprise peut offrir un marchepied pour l'insertion professionnelle des jeunes, chacun devra trouver sa direction et faire son chemin tout seul. 15 millions de séropositifs dans le monde, voilà la statistique nouvelle et inquiétante. Les Africains sont les plus touchés, le Maghreb est encore relativement épargné, mais la campagne de prévention est urgente. Reportage au Maroc de Jean-Daniel Flessaquet et Jean-Marc Sursin à l'occasion de la conférence internationale sur le sida à Marrakech. El Jadida, à 100 km de Casablanca. Ici, les femmes parlent aux femmes. Elles vont de porte en porte, informer, discuter, répondre aux questions. Un seul thème, le sida. Est-ce que vous diriez à vos garçons d'acheter des préservatifs? C'est sa femme qui lui dit, c'est la belle-mère. Elle ne fait plus d'enfants, elle n'a pas besoin de savoir ça. La maman, si elle bénit les enfants, tout est facile dans la vie. Mais qu'y a-t-il de plus efficace? La bénédiction de la mère ou emporter quelques préservatifs en voyage? Ils ne veulent pas entendre parler de préservatifs. Ces étudiantes ne veulent pas non plus entendre parler de préservatifs. Pour elles, l'homme doit être capable de s'abstenir et certains de leurs amis sont même capables de véritables exploits. 3 ans sans rester, sans faire de mauvaises choses. Mais il y a aussi l'angoisse du mari parti travailler au loin, qui rentre une fois par an et qui peut être à son tour contaminé par le virus. Les femmes en général, elles sont contentes de recevoir leur mari, elles ne demandent jamais ça. Et il revient avec plein de cadeaux et il les cache. Mais il y a peut-être des cadeaux dont elles n'ont pas envie. Enfin, je veux dire qu'il y a des cadeaux empoisonnés aussi, non? Non, mais pour elle, les femmes, quand elle est mariée avec quelqu'un, elle est fidèle. Pour elle, le mari aussi est fidèle. Alors, elle n'a pas à trop chercher. Vous trouvez ça, je veux dire, réaliste? Mon avis personnel à moi? Oui. Non, c'est bien sûr, parce qu'un homme, quand il va à l'étranger, il va chercher d'autres. Mais pour les femmes, ils n'ont pas un autre choix. Pourtant, les exemples ne manquent pas d'hommes qui, de retour au pays, ont contaminé leur épouse. Et cette épouse, une fois enceinte, a contaminé son bébé. C'est pour cela que les autorités religieuses ont choisi de ne pas s'opposer aux actions de prévention du ministère de la Santé. Les leaders religieux acceptent à mot couvert le préservatif. Le tout, c'est de ne pas parler de lutte contre le sida, mais plutôt de moyens de contraception. Dans un pays où une femme a en moyenne 5 enfants, c'est un message qui n'est pas trop difficile à faire passer. Enquête au sein de l'armée française sur la mort d'un appelé du contingent à Saint-Fargeau dans l'Yonne. Il a succombé dans la nuit de samedi à dimanche à des émanations de gaz carbonique. 6 autres militaires ont été intoxiqués. Éric Lemasson. Thomas Rousselin, appelé du contingent, est mort sur un parking. Son régiment, le 2e RCS de Versailles, était en manœuvre au bord de cet étang. Le jeune soldat dormait en compagnie d'un autre appelé dans la cabine d'un camion. Au petit matin, leurs camarades les ont découverts. L'un était inanimé, pour l'autre il était trop tard. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un puissant groupe électrogène fonctionnait juste devant leur camion. Pour Thomas, 20 ans, les gaz d'échappement ont été mortels. Lorsqu'on met en œuvre un groupe électrogène, on doit le déporter, c'est-à-dire l'isoler du lieu où vivent les gens, vivent les soldats. Il y a un fait, c'est que ce groupe électrogène ne devait pas se trouver en fonctionnement là où il était. Maintenant, pourquoi était-il là? Qui a donné l'ordre de le mettre en fonctionnement? Je pense que là, il faut attendre les résultats de l'enquête. Légèreté, voire négligence, lors de la mise en place du groupe électrogène, reconnaît la hiérarchie. Cette nuit-là, 5 autres appelés ont été plus légèrement intoxiqués. Mais aussi d'étranges retards lorsqu'il a fallu appeler les secours. Découverte des 2 soldats à 6h30 dimanche matin, pompiers prévenus seulement 1 heure plus tard. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une militaire, l'autre judiciaire, a déjà permis d'établir des responsabilités qui pourraient aboutir à des mises en examen.
L'agent commercial Jackie Ducouré préfère la brume de Limoges au soleil d'Arabie Saoudite. Il était assigné à résidence dans ce pays depuis 3 mois à la suite d'un conflit avec un prince. Il a réussi à s'enfuir grâce à un vrai faux passeport. Reportage d'Anne Mourgue et Claude Barnier. Jackie Ducouré est plutôt discret quand il évoque son évasion. Pour ne pas compromettre, dit-il, ceux qui l'ont aidé. Une fuite rocambolesque. Faux passeport, fausse identité, fausse nationalité, déguisement. Seule solution qu'il ait trouvée pour fuir l'Arabie Saoudite après 123 jours assignés à résidence. Mercredi, il passe la frontière, clandestinement, pour le Yémen, le Maroc, puis enfin la France. Depuis que j'étais arrêté, j'avais essayé de m'enfuir. Mais sans grande conviction, parce que je pensais réellement qu'on aurait pu trouver une solution d'abord à l'amiable, ensuite une solution diplomatique, et puis bon, à la fin, je pensais que toute cette pression qui avait été mise sur cette affaire aurait pu faire lâcher prise au prince. C'est lui qui a confisqué le passeport du Français, le prince Michal, frère du roi Fahd. Un prince mécontent de quelques meubles livrés par Jackie Ducouré, à peine 1% du contrat. Un prince qui, depuis le début, rechignait à payer. Aujourd'hui, la société qui a fabriqué les meubles a déposé son bilan. Trop d'argent perdu dans cette affaire. Une centaine d'emplois est menacée. Le sort des salariés dépend en partie du prince, qui doit toujours à l'entreprise des millions de francs. La Poste a eu du retard, mais elle est tout de même arrivée à bon port et avait une excuse, une très bonne excuse, Patrice Romden. Parce que l'océan est un adversaire qui ne perd jamais, les marins ont fait leur la devise « Solidarité d'abord ». Filmé le 2 décembre, cette scène en témoigne. À bord du Maxi La Poste, Daniel Mallet et son équipage se détournent pour aller porter secours à l'un des concurrents de la Vilbrette. Gouvernail cassé avec une voie d'eau, Brooksfield, le voilier italien, avait déclenché sa balise de détresse. Il repartira. Devoir accompli, la Poste remet le cap sur Fremantle, terme de la 2e étape. Giflé par les vagues de l'océan Indien, le voilier accoste dans la nuit de dimanche à lundi avec plus de 3 jours de retard sur les premiers et une motivation altérée par la perte de temps. Les gars sont loin, on n'est plus dans le coup. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de se remotiver. Mais bon, je crois une chose, c'est que la réaction qu'on a eue, il faut continuer à l'avoir, parce qu'autrement, c'est ça, je crois, la solidarité des marins, puis point. Ils ont repéré le bateau 1 heure seulement après avoir commencé à le chercher. C'est un exploit de leur part, en plus dans des conditions très difficiles. À quai, en guise de remerciement, des lettres gourmandes offertes par l'équipage italien. Mais en coulisses se nourrit une polémique. Dans cette affaire, combien de temps a perdu la Poste? Au moins 60 heures, clame Daniel Mallet. Peut-être pas tant, ironisent certains. Ce soir, le jury de la course délibère. Il y a le bon, le méchant et l'enfant. Le bon, c'est Clint Eastwood. Le méchant, c'est Kevin Costner. C'est du cinéma américain, mais le metteur en scène Clint Eastwood veut séduire les Européens. Il n'a donc pas forcé le trait. Nicole Cornu-Langlois. Rencontre inévitable de 2 stars. Le destin de l'inspecteur Harry, impitoyable, devait bien croiser un jour celui du bodyguard qui dansa avec les loups. 2 grands cow-boys pour un monde parfait qui ne l'est pas, dans cette fuite en avant d'un évadé de prison et de son compagnon, un enfant pris en otage. Out there, that's the future. And back there, well, that's the past. If life's moving too slow, and you want to project yourself into the future, just step on the gas right here. Et il fonce vers ce qu'il croit être la liberté. Il rêve d'aller en Alaska, à la frontière ultime, et peut-être recommencer une nouvelle vie. Mais c'est uniquement un rêve. Tout est contre lui. Mais je crois qu'il sait que ce n'est qu'un rêve qui le pousse à prendre tous les risques. Mais devant eux se trouve la force légale représentée par le rigoureux Red Garnett. Let me tell you something, Sally. This is not a penal escape situation. This happens to be a manhunt. Headquarters on wheels. Devant et derrière la caméra, Clint Eastwood s'interroge toujours. J'essaie au maximum de laisser aux acteurs le bénéfice du doute, d'écouter leurs suggestions. Ils en ont souvent d'excellentes.
Quand j'étais un jeune acteur, j'appréciais que le réalisateur me demande mon avis. J'aime retourner la politesse à ceux que je dirige aujourd'hui. Et c'est comme si le vieux routier passait la succession au nouveau héros entre loi et morale, désespoir et espoir. Et c'est un relais explosif et mythique qu'il ne faut pas manquer. You ain't so friendly. Il y aura ce soir des élus, des battus, des heureux, des malheureux. C'est de la télévision française. C'est la soirée des 7 d'or. Ce sera à 20h50 sur la 3. Vous pourrez vous-même voter, dire votre préférence pour le meilleur film de télévision, la meilleure émission de variété ou le meilleur journal. Voilà. Si vous êtes allergique à ce genre de spectacle, si vous n'aimez pas le baroque, France 2, c'est le choix de France Télévisions, vous offrira du fantastique à 20h50 avec un film de Matthew Robbins, avant Bas les masques de Mireille Dumas, et les dernières infos de Philippe Lefay et le cercle de minuit. Écoutez bien tout à l'heure la météo de Laurent Romeshko, il y aura du vent, un vent très très fort dans le nord du pays, un avis de tempête même sur les côtes de la Manche et le littoral atlantique. Soyez donc très prudents si vous devez prendre votre voiture ou si vous devez sortir ce soir ou demain matin. Bonne soirée sur France 2 ou France 3. À demain 20h. Bonsoir.